Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Ça a l'air d'être le cas. On commence avec un tout petit peu de retard parce qu'il semblerait que la ville soit un peu bloquée par une manifestation, mais d'autres personnes vont sans doute nous rejoindre, mais on va commencer. Je m'appelle Francesco Panese, j'ai le grand plaisir de siéger depuis assez longtemps dans le jury du prix européen de l'essai, et c'est moi qui vais animer, ou plutôt modérer, la discussion de ce soir. Mais avant tout, j'aimerais redonner la scène au propriétaire des lieux pour un accueil, le directeur du Théâtre de Vidi, Vincent Baudrier. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, petite précision, je ne suis pas le propriétaire des lieux, mais j'essaie d'assumer au mieux la responsabilité de la direction de ce théâtre. Dear Dipesh Chakrabarty, cher Cyril Veillon, cher membre de la Fondation Charles Veillon, chers représentants et représentantes de l'UNIL, chers amis, bienvenue au Théâtre de Vidi. Notre théâtre est heureux et fier d'accueillir la table ronde du prix européen de l'essai avec vous, Dipesh Chakrabarty, organisé par la Fondation Charles Veillon et par l'Université de Lausanne. Le titre de votre essai, « Après le changement climatique, penser l'histoire », résonne avec les préoccupations de nombre d'artistes invités à créer ici, dans ce théâtre. Avec l'UNIL, nous avons d'ailleurs développé depuis 5 ans un cycle intitulé « Imaginaire des futurs possibles », où artistes et chercheuses et chercheurs étaient invités à produire de nouveaux imaginaires pour le futur. Ils et elles étaient accompagnés par le philosophe Dominique Bourg, puis par la penseuse Vinciane Després, et enfin par le chorégraphe congolais de Kisangani, Faustin Lignekula, afin de relier les questions écologiques aux questions décoloniales. Cette même préoccupation d'une écologie décoloniale sera au centre du travail de l'artiste sud-africaine Ntando Tsele, qui répète en ce moment à Vidi « Wasted Land », qui ouvrira la saison du 20 au 29 septembre. On retrouvera ce sujet d'ailleurs dans le spectacle Écosystème du groupe suisse et congolais 50-50 en novembre. Ce qui veut dire que votre discussion de cet après-midi, Francesco, sera une magnifique introduction à notre saison et je vous en remercie. Merci beaucoup Vincent Baudrier. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Cyril Veillon, le président de la Fondation Charles Veillon. Merci Francesco. Voilà, à moi maintenant de vous accueillir et surtout de vous dire merci. Merci beaucoup Vincent et les équipes, l'équipe du Théâtre de Vidi de nous recevoir dans cette belle maison pour recevoir notre lauréat du 46e prix européen de l'essai. Donc un prix de l'essai s'inscrit dans un débat d'idées. D'ailleurs, notre slogan, notre motto, c'est le mouvement de la pensée. Quoi de mieux qu'un théâtre qui, comme Vincent, ce que tu as évoqué tout à l'heure, votre saison, quoi de mieux qu'un théâtre qui vraiment met littéralement en mouvement la pensée et la création pour venir débattre des thèses et des idées de nos lauréats. C'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de se retrouver ici et on est particulièrement bien chez vous. Merci beaucoup aussi à l'Université de Lausanne, l'UNIL, notre partenaire de longue date maintenant, grâce à qui on peut organiser des discussions mémorables avec nos lauréats et les professeurs de l'université. Merci beaucoup Francesco Panese d'organiser tout ça brillamment avec nous et avec l'institution de l'université. Merci aux professeurs Raël Koons, Valérie Boisvert et Ola Soderstrom qui ont préparé des questions et ce débat avec Dipesh Chakrabarty. Le débat aura lieu en anglais. Nous avons la chance de pouvoir compter sur la traduction simultanée faite avec, je crois que je peux le dire, avec passion par Loman Lefort. Merci beaucoup Loman d'avoir accepté ce défi de traduire cette discussion et puis Loman traduira aussi la discussion qui aura lieu demain à 11h au Livre sur les quais, ce sera au Casino. Une discussion que Dipesh Chakrabarty aura avec l'auteur Dominique Bourg.
Voilà, donc c'est le prochain rendez-vous de cette série d'événements avec notre lauréat. Et si vous voulez réécouter le discours que Dipesh Chakrabarty a prononcé lorsqu'il a reçu le prix, c'est possible de le suivre en ligne. Vous pouvez le voir, vous trouvez tout sur notre site. On communique aussi sur Instagram nos activités les événements autour du prix de l'essai et d'autres activités qu'on a au cours de l'année pour la promotion, la diffusion de l'essai, notamment des cercles, des clubs de lecture. Donc, merci de suivre nos activités, de partager avec nous tous ces débats et ces discussions. Maintenant, place à la discussion. Francesco, merci beaucoup de diriger vous êtes le maître de cérémonie ce soir. Je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Alors, on va... Merci beaucoup, Cyril. Donc, sans attendre, je vous propose d'accueillir le lauréat 2024 du prix européen de l'essai Charles Veillon, M. Dipesh Chakrabarty. Dipesh Chakrabarty s'installe et Dipesh Chakrabarty va dialoguer avec des collègues. Tout d'abord, Valérie Boisvert. Valérie Boisvert est économiste de l'environnement et des ressources naturelles à notre Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Bienvenue Valérie. Raël Kounz. Raël Kounz est politiste, spécialiste de la gouvernance des migrations internationales, des questions de genre dans les migrations et le développement. Bienvenue Raël. Et Ola Söderström, géographe en géographie sociale et culturelle, spécialiste des développements urbains en lien avec la mondialisation qui nous vient de l'université de Neuchâtel, pas très loin. Merci Ola d'être là. Alors, nous allons dialoguer d'abord sur la scène et ensuite, évidemment, le public aura la possibilité de dialoguer aussi et de poser des questions. J'ai même mis une minuterie pour garder le temps. So let's switch now in English. So in my bad English, dear Dipesh, we are really happy, of course, to having you here. And we would like to start with a kind of topical question. You published your book in 2021, so it was almost yesterday, comparing to the longue durée you discuss in your book. But but you are a historian, but you are an historian of the present. The question you address are the question of the present. So the first topical question we would like to ask to you, just to introduce this discussion, is what are the main situations or events in the last years, I mean the last few years, that echoes or resonate with your work? Thank you for the question. Alors, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. J'apprécie la présence du public et il va sans dire que je suis profondément honoré d'avoir été invité ici à cette conversation avec mes collègues et de le faire en votre présence, vous, public. Donc, ce sens de l'honneur, enfin cet honneur qui est pour moi d'être invité, est quelque chose qui me remet à ma place. Donc, ce livre a été écrit en anglais, vous avez l'édition française, et ce livre est dédié aux humains et aux non-humains qui ont perdu leur vie dans deux endroits qui sont proches de mon cœur. Dans le delta du Bengale, et moi je suis de la ville de Calcutta qui est proche de l'endroit qui a été touché par le cyclone. Donc toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause des inondations et en 2021 également à cause des incendies en Australie. On avait littéralement l'impression que toute l'Australie était en feu.
Puisque quand j'ai quitté l'Inde, j'ai vécu pendant 20 ans en Australie. Mon fils y vit encore. Et donc, c'est un endroit qui m'est très proche. Et donc, la péninsule indienne, l'Australie, ces deux pays, de par leur géographie, sont exposés au changement climatique. Mais, étant donné que vous me demandez quels sont les événements les plus importants, eh bien, d'abord, les deux guerres. Parce que le changement climatique, le fait de s'adapter au changement climatique, le fait de faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, c'est un argument pour la paix. Les émissions militaires de toutes les armées, et avant tout l'armée états-unienne, sont de grands émetteurs de gaz à effet de serre. Au cours de l'élaboration du protocole de Kyoto, il a été demandé que les forces armées soient obligées de compenser leurs émissions. Et les États-Unis, ayant l'armée la plus puissante, ont rendu cette proposition optionnelle. Mais néanmoins, nous avons des résultats qui viennent du Royaume-Uni où les calculs ont déjà été faits des émissions de gaz à effet de serre pendant les 2 premiers mois du conflit à Gaza. Et les chiffres étaient époustouflants. Il suffit de voir la consommation par habitant de pétrole depuis la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre du Vietnam et la situation actuelle, et vous voyez que c'est monté en flèche. Donc, pour ces événements qui sont encore en cours sur certains, je pense que la technologie militaire, la guerre, en tant qu'historien de l'humanité, je pense que l'humanité ne cessera jamais de se battre, malheureusement. Mais nous sommes face à une crise qui devrait nous imposer la paix. Donc, on parle de missiles verts au sein des cercles militaires, c'est-à-dire une sorte de greenwashing de l'armée. Le problème avec les armées, c'est que les armes coûtent très cher. Une fois que vous avez acheté une arme qui coûte cher, il faut que vous l'utilisiez. Donc, cela vous engage, vous oblige à utiliser. Donc, les guerres sont terribles et les vagues de chaleur et d'autres types de catastrophes, mais en particulier l'année dernière, j'ai été en Europe pendant une des vagues de chaleur. Nous étions avec ma femme en Sicile, à Palerme. Nous avons vécu cette vague de chaleur. Puis, le mois suivant, j'ai été invité à un festival en France, encore une nouvelle vague de chaleur. Et ce n'est plus une crise climatique, c'est une urgence climatique. Et cela affecte bien sûr ma réflexion. C'est le fait que, aux États-Unis, au moins à l'université de Stanford et ailleurs, la question du changement climatique et la manière dont on l'aborde est traitée comme une question technologique sur le marché, avec une approche de marché. Donc, le fait de capturer du carbone, les technologies, l'amélioration des technologies des batteries et de la géo-ingénierie. Donc, des experts en physique à Harvard avancent sur des expériences qui pourraient refléter, par exemple, le rayonnement solaire pour faire baisser la température. Et donc, on voit qu'il y a une tendance à ne pas avoir une approche holistique de cette crise. Et cela nous renverra à la biodiversité, à la gestion de l'urbanisme. Et
réduire tout cela à une question purement liée à la capture du carbone et à la géo-ingénierie, afin que d'acheter un peu de temps pour que l'humanité puisse faire la transition. On a vu les résultats de la COP28 à Doha, où les compagnies pétrolières ont littéralement accueilli les débats de la COP et ont avancé l'argument comme quoi si l'on peut capturer les gaz à effet de serre et les enterrer dans le sol, il n'y a plus de problème. Les compagnies pétrolières font partie des solutions et on peut extraire autant de pétrole que l'on veut parce que l'on s'en occupe. Et ce sont des forces extrêmement puissantes qui sont à l'action. Le livre de Bill Gates prône ce scénario. Et je pense que ce type de pensée... Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis d'accord avec le fait que la situation est si désespérée qu'il faut avoir un mélange de stratégies. Mais réduire les solutions à des questions d'énergie, à des questions de température, et qu'il suffit de baisser la température pour que nous puissions continuer avec le style de vie qui est le nôtre. Et n'oublions pas le coût pour les générations futures. Je pense que nous ne nous engageons pas sur cette voie. Ce débat est difficile à entamer dans ma propre université. On est d'accord sur le problème, mais on arrive à des solutions différentes. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'ai écrit ce livre. Et un dernier point, nous ne sommes toujours pas pleinement conscients de l'importance de la relation avec tout ce qui n'est pas humain. Également avec les êtres qui ne sont pas vivants au sens relatif du terme, comme les montagnes par exemple. Et les choses qui ne sont pas vivantes forment les êtres majoritaires en quantité. Nous vivons avec des micro-organismes en nous, nous sommes entourés de micro-organismes. Ils ont un rôle très important à jouer. Ils ont eu un rôle très important dans l'histoire de la vie. Le coronavirus vivait dans les intestins de chauves-souris, et les chauves-souris sont sur Terre depuis très très longtemps. Donc, à de nombreux égards, le coronavirus était déjà préadapté aux cellules des mammifères. Et pendant la pandémie, et le discours qui était adressé au public était que la destruction des forêts a tenu un rôle majeur et a forcé les animaux sauvages à se rapprocher des habitats humains. C'est parce que nous avons détruit leur habitat, parce qu'ils se sont rapprochés physiquement de nous. Mumbai s'étend et force ces animaux à se rapprocher donc des zones habitées par les humains. Donc, entendez-moi, depuis 2007, plus de la moitié de l'humanité a commencé à être urbaine. Et la quantité d'urbains ne fait qu'augmenter. Et d'ici à la fin du siècle, nous serons fondamentalement une espèce urbaine. Et donc cela forcera obligatoirement des animaux sauvages à se rapprocher physiquement des zones habitées par les humains. Et lorsque l'on voit le conflit à Gaza, à la télévision, lorsque l'on voit la situation au Bangladesh, ils ont pris en photo, par exemple, un chien qui fuyait les explosions, par exemple à Gaza. Et donc,
ce ne sont plus que les humains qui sont affectés. Nous créons une situation dans laquelle l'environnement microbiotique change. Et ce qui fait que je suis réaliste ou désolé et qui me pousse à dire que ce n'est pas seulement un problème de capture de carbone, il ne s'agit pas seulement de piéger le carbone, c'est que nous n'avons pas assez appris depuis les 3 ans que la pandémie s'est déclenchée. Je connais l'expérience d'Arundhati Roy, d'autres auteurs, des gens issus de la bourgeoisie comme moi. Il est important pour les gens de prendre l'avion parce que nos parents vivent là, nos enfants vivent ailleurs. Mon fils, par exemple, vit en Australie et pendant la pandémie, ma sœur est décédée. Et malheureusement, je n'ai pas pu la voir. Et Amita Ghosh a également vécu le décès de sa mère sans pouvoir aller la voir. Donc, on devient global là où on vit. Parce qu'on n'a pas besoin de voyager pour être global. C'est la globalité qui vient vers vous, c'est le global qui vient vers vous, vers le local. Et des gens comme moi, comme vous, les nations émergentes et leurs classes moyennes émergentes, nous rendons en Occident depuis les années 60, puisque depuis les années 60, la population occidentale vieillit et donc il y a eu un besoin de main-d'œuvre. Et donc cela soulève la question de la migration, des migrants, du racisme. Mais cela a également un impact sur nos vies. Et la pandémie nous a fait vivre une expérience différente à nous. Et nous vivons dans une période de pandémie, puis à cause de la destruction des forêts. Et si nous détruisons 25% de la canopée des forêts, alors nous courons un risque très grave. Et nous en sommes déjà à 16-17%. De canopées détruites. Alors pour moi, ce sont là les événements majeurs qui me préoccupent. Alors merci beaucoup, Dipesh. Vous venez de parler de l'importance de la vie des êtres humains et non humains. Vous n'êtes pas seulement un historien, vous êtes également un philosophe. Un philosophe qui s'appuie sur des concepts. Et le concept central dans votre œuvre, c'est l'habitabilité. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons parler de ce concept central dans votre œuvre, qu'est l'habilité. Hola. Oui, je crois que ce que nous allons essayer de voir ici, c'est quelle est l'approche holistique dont vous parlez. Et ne pas fuir les problèmes, au contraire, essayer de trouver des solutions qui ne seront pas seulement de géo-ingénierie. Un commentaire tout d'abord. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez écrit, parce que votre œuvre m'a accompagné, je peux vous le dire, m'a poussé à réfléchir, à écrire, à enseigner, et quelque chose qui reste en moi, alors que d'autres livres que j'ai lus ont disparu au fil du temps, mais votre œuvre est restée en moi. Alors, ce qui est important pour les personnes qui ont lu vos livres, c'est la question centrale. Vous faites une distinction fondamentale entre le globe et la planète, qui est une distinction en tant que géographe qui nous est familière, et vous suggérez que nous effectuions une transition entre l'idée de durabilité centrée sur l'homme et l'idée d'habilité centrée sur la planète, qui inclut les non-humains. Et ce que vous dites, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est-à-dire que nous devons récupérer un sens d'émerveillement, de révérence pour la planète que nous habitons.
Donc, ainsi, à la question que nous nous demandons tous et toutes, que devons-nous faire maintenant, vous semblez suggérer une réponse principalement culturelle. Et ma question est double. Pouvez-vous expliquer au public l'importance des distinctions que vous faites entre le globe et la planète et la durabilité versus l'habitabilité? Et quelles sont des réponses pertinentes à cette question qui touche Gaïa? Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un livre qui reste, parce que je peux vous dire que même moi qui l'ai écrit, il reste en moi. Et alors, le problème est le suivant. Pourquoi la question de la planète est devenue une question centrale pour moi? Parce que lorsque j'ai commencé à penser, et pour revenir à la manière dont vous m'avez présenté, Francesco, un peu, notamment comme philosophe, moi je me vois comme philosophe et historien, dans le sens où si vous grandissez dans un pays comme l'Inde ou la Chine, après l'indépendance, il est difficile d'éviter les questions de progrès, de développement, de la question de la sortie de la pauvreté, croissance économique, que faire du genre et d'autres questions qui constituent notre univers, notre monde. Et bien sûr, on a été influencé par des économistes du MIT. Et les États-Unis étaient une sorte de modèle de modernisation. L'Europe, ayant provoqué et combattu pendant 2 guerres, on a vu combien l'Europe est devenue beaucoup plus pacifiste que les États-Unis. Peut-être que les États-Unis n'ont pas payé le même prix que l'Europe en termes de guerre. Et les Européens ont peut-être ainsi appris la valeur de la paix. Un de mes amis, Garvas, qui enseigne à UCLA, qui a enseigné, je crois, à Genève, a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de la paix en Europe ». Et il parle véritablement de la conquête de la paix. C'est-à-dire que la paix est quelque chose qui se mérite, et la paix est fragile. Aux États-Unis, on n'a pas encore compris cela, parce que, au-delà de la guerre civile, aux États-Unis, ils n'ont pas eu de guerre dévastatrice. En tout cas, la population ne l'a pas vécue. Il y a bien sûr les colons au tout début de l'histoire des États-Unis, mais ces colons ne luttaient pas contre leurs voisins, ils luttaient contre des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. C'est peut-être ça une des nuances. Alors, moi je suis arrivé face au problème avec cela, et le changement climatique. Donc pour un militant indien, Anil Agrawal et Sunita Narayan, qui dans les années 90 à Delhi étaient présents à une conférence et étaient les premières personnes à dire, en parlant du protocole de Kyoto, à dire qu'on ne peut pas seulement parler des émissions et il soulignait le fait qu'on avait calculé la charge par habitant. Mais on ne peut pas comparer ce qui se passe pour un paysan au Vietnam et ce qui se passe pour un habitant des pays de l'OCDE, par exemple. Et cet argument est totalement logique et il reste en moi. Mais le problème était le suivant. Lorsque on voit ce qui se passe en biodiversité, comment la science aborde la biodiversité, on agresse différentes choses à différents niveaux et ces choses ne reviennent pas. Il n'y a pas de compensation dans les mêmes temps pour toutes les choses. Donc, un géographe, des géographes, des chimistes posaient la question
Qu'est-ce qui fait qu'une planète peut abriter la vie? Pourquoi sommes-nous, à notre connaissance, la seule planète où il y a la vie? Et pour les experts planétaires, leur point, ce n'est pas la durabilité des institutions et de l'humanité. Pour répondre à la question, ce qui rend une planète, qu'est-ce qui rend une planète habitable? Il n'y a pas encore de réponse. Mais ils produisent des extrapolations scientifiques intéressantes. Et sur cette planète, les processus biologiques et géologiques ont interagi sur des milliards d'années afin de préparer cette planète à accueillir la vie. Ce qui veut dire que chaque forme de vie, chaque forme humaine dépend d'autres formes de vie. Le fait que la plupart des formes de vie sont microbiologiques, on a découvert le microbiome. Nous savons qu'il y a des milliards et des milliards de bactéries en nous. Cela veut dire que le modèle qui dit qu'il y a un organisme qui est dans un environnement a été modifié puisque nous avons un environnement en nous. C'est-à-dire si l'on détruit la Terre, le sol d'une planète. Sur la Lune, par exemple, il n'y a que de la poussière, il n'y a pas de sol, parce qu'il y a de la vie dans du sol. Donc, un sol qui est détruit peut mettre 1 millier d'années avant de se régénérer. Donc, si l'on détruit la biodiversité, et si l'on parle seulement de transition énergétique pour trouver une solution au changement climatique, on laisse de côté cette perte de biodiversité. Et la question est très simple. Et c'est ce qui fait que j'ai compris que la Terre a un système qui permet de soutenir la vie. Et elle a été ainsi depuis des millions d'années. Au moins depuis 500 millions d'années, notamment avec la présence d'oxygène dans l'atmosphère, créée par le microplancton. Et nous dépendons de cet oxygène. Donc, nous arrivons vraiment à la fin de cette histoire. Si par exemple, l'âge de la planète, c'est 100, alors, l'Homo sapiens ne constitue que 8 ans de la vie de cette planète. Et cela nous fait comprendre que la condition de vie de l'homme, l'humanité sur Terre a changé. Et l'on voit l'histoire de l'impérialisme et du colonialisme. Mon ami Anita Agarwal a réfléchi à cela lorsqu'elle critiquait le calcul par individu. Mais les dommages ont été infligés à une telle échelle qu'il faut changer de vision de l'histoire. Et c'est alors que j'ai commencé à m'intéresser à la biologie, la géologie. Pour comprendre qu'il fallait adopter deux perspectives. La perspective globale, c'est-à-dire élaborée par l'humanité, l'expansion européenne, l'impérialisme, le capitalisme et son avènement depuis les 500 dernières années. La plupart des politiques que nous adoptons se fondent sur le global. Mais l'approche planétaire nous force à avoir une approche sur le plus long terme. Donc le globe a été créé par l'humanité, c'est centré sur l'humanité, et le système qui est capable d'accueillir la vie n'a pas été conçu par l'humanité. Il est beaucoup plus ancien. Et c'est une perspective qui nous décale du centre. C'est la raison pour laquelle on a l'âge planétaire, donc dans le titre anglais. C'est une sorte d'âge, comme on a l'âge glaciaire, etc. C'est pour ça qu'il y a cette double approche globale et planétaire. Comme historien, pourquoi je me suis intéressé à la géologie, à la biologie? Eh bien parce que ainsi, je comprenais
que la crise était beaucoup plus profonde et beaucoup plus étendue que ce que l'on pense. Et si l'on regarde les statistiques, il y a une augmentation exponentielle du développement de l'humanité depuis la fin du 19e siècle. C'est ce que nous indiquent les statistiques. Donc, si l'on revient à 300 000 ans en arrière, on se rend compte qu'il nous a fallu pratiquement 300 000 ans pour arriver à 1 milliard d'êtres humains sur la planète. Et à la fin du XXe siècle, nous sommes à 6 milliards. Et aujourd'hui, nous approchons les 9 milliards. Ça baisse un petit peu, mais on a toujours cette augmentation exponentielle depuis les années 50. Et si l'on voit la consommation humaine des gadgets offerts par la société de consommation, au début, cela concernait 1 milliard d'êtres humains qui étaient capables de s'acheter des frigos, des télévisions. Aujourd'hui, on parle plutôt de 3-4 milliards d'êtres humains qui sont en mesure de consommer ces produits. Deux réflexions. À partir de 2000, la plupart des consommateurs, jusqu'à 2000, la plupart des consommateurs étaient des pays développés, des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, les pays en développement constituent 35% des humains qui sont capables de consommer. Seuls 35% des personnes capables de consommer viennent de l'OCDE. Le reste vient de Chine, de pays en développement. Un livre, How the World Really Works, comment le monde fonctionne réellement, de 2017 à 2019, la Chine a consommé autant de ciment que toute la consommation des États-Unis au cours du XXe siècle, en 2 ans. L'auteur m'a dit, j'étais à Shanghai il y a 10 ans, et je n'avais jamais vu autant de grues au même endroit sur des chantiers de construction. C'est-à-dire qu'on avait, certaines personnes ont même dit qu'il y avait plus de grues à Shanghai que sur tout le reste de la planète. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est l'intensification de la mondialisation que nous constatons, de l'économie, qui influence cette crise. Depuis la découverte du trou dans la couche d'ozone dans les années 90, mon argument, c'est que la perspective planétaire n'est pas déconnectée de la perspective globale. Elles sont connectées. On parle d'intensification. Et la question que j'essayais d'éviter dans mon livre, c'est que devons-nous faire ? Non, ce n'est pas un livre qui va vous donner des solutions. J'essayais de rester calme au milieu d'une situation d'urgence, au milieu du feu. Et l'autre jour, on m'a décrit comme étant un peu l'idiot de l'époque pré-industrielle qui disait « c'est quoi le problème ?» Mais cette notion d'urgence accélère votre pensée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de résister et de prendre un peu de recul pour comprendre la mesure du problème. Un livre, Une planète, beaucoup de mondes, va être édité d'ici peu en français. Et c'est dans ce petit livre, beaucoup plus court, que j'aborde la question « Que pouvons-nous faire ?» Alors, une autre question avant que je donne la parole à mes collègues. Pour expliquer la manière dont vous envisagez tout cela, vous prenez en compte des longues périodes, l'apparition de la vie sur Terre, mais il
y a également un autre cadre temporel qui est important pour vous, c'est celui de la colonisation et l'héritage de la colonisation. Et il y a un lien très fort entre votre trajectoire intellectuelle par rapport aux questions post-coloniales, réflexion que vous continuez à mener, et la question du changement climatique et de la biodiversité. Et je pense qu'il y a deux arguments dans votre livre. Le premier, c'est le lien entre... Il faut envisager que l'héritage colonial est également un héritage qui a un impact fort sur les questions de justice environnementale, parce que les pays colonisés sont des pays qui ont donné leur richesse à l'Europe, mais sont également les premières victimes du changement climatique. Et une autre question qui aborde un autre aspect de la question est peut-être moins direct, et il est intéressant de s'y attarder, notamment pour l'expliquer au public. Je crois que c'est Aimé Césaire qui parle des promesses non tenues du progrès et de la modernité. Donc avec la colonisation est arrivée la promesse de la modernité, d'un meilleur avenir, mais cela n'a pas tout à fait eu lieu dans les pays colonisés. Et est-ce que cette modernité est toujours aussi attirante? Vous parlez des grues sur les chantiers de construction en Chine. On va y arriver. Donc, est-ce que cette modernité joue un rôle important sur la manière dont nous pouvons gérer la notion d'habitabilité? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup de m'avoir posé la question. Quelle est la place de la colonisation dans ma pensée? Alors, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Il y a deux types de colonisation qui ont eu lieu. Il y a eu la colonisation et il y a eu la domination. Lorsque les Européens voulaient des terres, ils ont importé des maladies avec eux. Ils ont détruit les populations autochtones sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan institutionnel. Ces populations ont été déplacées. Et vous avez ce que mon ami Patrick Wolf, qui est malheureusement décédé, appelait la logique génocidaire. Et c'est l'histoire des pays colons. Je le dis très rapidement, je suis direct, mais on voit par exemple la différence entre les missionnaires et les administrateurs en Australie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient s'occuper des populations autochtones dans des réserves et les colons qui voulaient simplement prendre des choses. Alors ça s'est passé en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis. Et on voit qu'il y a eu des traités qui étaient signés, parfois, parfois non, en fonction des pays. Et dans notre cas, en Inde, il y avait ce que les Européens considéraient comme une civilisation, il y avait un langage écrit, il y avait des bâtiments, une architecture. Les Européens ont découvert l'hindouisme, l'influence du bouddhisme, religions qui ont influé l'idéologie allemande. Le sanskrit, langue très ancienne. Donc il y a eu une sorte d'érudition orientaliste qui s'est créée et les politiques d'éducation organisaient des universités. Et je suis moi-même un produit de cette classe moyenne qui a été produite suite à ces interactions. Il y a d'autres types de développement qui en découlent.
Un poète du Bengale célèbre a appris par lui-même l'italien pour lire Dante Alighieri en italien pour après créer une œuvre qui est reconnue. Donc, voilà le type d'expériences qui peuvent découler de la colonisation. Et l'expérience après des colons fait écho. Sinon, pourquoi serait-on intéressé par l'œuvre de Frantz Fanon? Et nous partageons tous et toutes cette expérience que les Européens sont venus, même avec les peuples autochtones, nous ont dit on va vous éduquer, on va vous civiliser, mais encore aujourd'hui, le niveau de morbidité montre l'asymétrie qui découle des conditions coloniales. On voit ce qui se passe en Inde, en Chine, ce sont des grands pays qui sont sortis de périodes de famine. À l'époque de Mao, il fallait nourrir les gens. Et on a construit des barrages. Et donc, on s'est inspiré des modèles occidentaux pour faire pousser du blé, pour faire pousser du riz. Et donc, il y avait cette aspiration à nourrir les populations, cette idée du développement, et les économistes du MIT proposaient cette idéologie de la croissance, qui est devenue l'idéologie dominante dans les pays dont j'ai parlé. Suite à la mort de Mao, il y a eu d'autres époques de modernisation, tout comme dans les années 80 en Inde. Et tout cela a coïncidé avec le type de réforme que Ronald Reagan a introduit dans l'économie états-unienne. Et ce matin encore, j'écoutais une leçon qui était donnée par un économiste qui parlait d'inégalités futures et parlait du fait qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans le monde à cause de la croissance que le monde est en train de connaître. Donc le monde est de plus en plus riche, mais il y a de plus en plus d'inégalités. Les revenus des 1000 personnes les plus riches de la planète sont 2, 3, 4 fois plus importants que les 1% des gens les plus riches. Donc Elon Musk, par exemple, a tellement d'argent qu'il ne peut même pas dépenser tout cet argent, même s'il s'achète une Ferrari tous les mois. Et donc, pour dépenser cet argent, il faut qu'il imagine des projets comme aller sur la Lune. Donc, quand il y a 1 millier de personnes avec autant d'argent, les sociétés qui produisent des produits très chers, toutes ces sociétés deviennent, font des profits. Et cela crée un mouvement, cela crée des aspirations. Vers 2012, un anthropologiste norvégien a demandé à une femme en Inde, une femme de 20 ans qui n'était pas encore mariée, si elle voulait que sa fille vive en ville. Et elle dit bien sûr, et il lui a demandé pourquoi. Et elle a dit 3 raisons. D'abord, dans les villes, on peut cuisiner en restant debout. Alors qu'en Inde, le foyer, qui est constitué d'argile, est à terre. Et donc, il faut être accroupi pour cuisiner, puis se lever, puis retourner en position accroupie. Alors que dans les villes, une cuisinière peut cuisiner debout.
Donc ça, c'est son premier argument. Deuxièmement, elle a dit, dans les villes, il y a la liberté. La liberté était fréquente dans la ville. Si mon frère vient chez moi avec des amis, je peux servir du thé sans couvrir mon visage. Dans un village, je dois couvrir mon visage. Et en ville, si je n'ai pas envie de cuisiner, le dîner, un soir, je peux aller au restaurant. Et voilà donc les inspirations réelles de vie de ces personnes. Donc, quand on parle de la crise environnementale, du changement climatique, on voit qu'on est très loin des perspectives planétaires au niveau individuel. Et encore, il y a quelques jours, il y a eu des inondations au Bangladesh. Et la question fondamentale, c'était est-ce que c'est l'Inde qui a créé ces inondations ? Et on a dit, non, ce n'est pas politique, c'est simplement, il a plu plus que d'habitude, mais personne ne voulait écouter. La question, c'était, il y a une conspiration indienne qui a provoqué ces inondations. Et c'est le décalage entre notre vision politique et la manière dont la politique est trop liée au global et non pas au planétaire. Parfois, il y a des prises de conscience chez certains individus. Je vous l'accorde. Mais il va falloir continuer à apprendre et apprendre des peuples autochtones notamment, de leur style de vie, en particulier maintenant que nous voyons où se trouvent les concentrations de biodiversité et on constate que c'est là où vivent les peuples autochtones. Donc nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Merci beaucoup. Dipèche. Nous voyons l'immense contribution à l'histoire. Et votre livre célèbre Provincialisation de l'Europe, livre célèbre, et nous aimerions parler des études postcoloniales, notamment. Raël, je vous donne la parole. Alors, merci, je vous remercie d'être présent à cette table ronde et de nous donner l'occasion de discuter avec vous, de réfléchir avec vous sur votre œuvre. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, pour continuer le débat, ces différences de contexte, la pensée postcoloniale, la pensée décoloniale, et pour faire le lien par rapport aux êtres non humains, je voudrais vous parler de votre relation avec la pensée décoloniale et qu'est-ce qui vous a inspiré avec les experts décoloniaux et autres experts. Je vous pose la question parce que visiblement, les experts décoloniaux, les liens avec la politique et la relation naturelle avec le non-humain, qui va au-delà de la séparation que nous faisons entre ce qui est humain et ce qui est non-humain, on pourrait peut-être trouver là une solution ou une autre piste pour trouver des solutions par rapport aux solutions technologiques dont vous avez parlé. Il y a peut-être une autre orientation que nous pourrions adopter qui serait réussie grâce à la pensée décoloniale. Donc, je me demandais comment cela a influencé votre pensée, peut-être même après la publication de vos livres, en écoutant les réactions des lecteurs. Et pour vous demander de manière créative, si vous pouviez organiser un programme de recherche qui organiserait des ponts entre ces différentes approches, que feriez-vous? Oui, parfois, vous voyez, ma politique intellectuelle et de ne pas me faire d'ennemis. Alors, malheureusement, je vois des gens qui veulent faire la guerre avec moi. La polémique, c'est la guerre. Et des personnes dont j'admire l'œuvre, mais qui visiblement veulent que nous nous affrontions.
Est-ce qu'il y a un billion de personnes qui sont responsables de l'Anthropocène? Non. Voilà. Donc moi, j'aime m'intéresser aux zones aux intersections. Alors, on pourrait essayer de revenir à avant l'Anthropocène, peut-être que l'on peut dater à 1492, mais il y a des forces plus puissantes que moi. Il y a des forces qui sont capables de faire beaucoup plus que ce que je ne peux faire. Donc, lorsqu'on me demande des solutions, je pense qu'il y a des solutions en principe, mais il faut les négocier alors que le contexte est en changement permanent. Par exemple, que pouvons-nous apprendre des peuples autochtones doit être envisagé dans un monde qui essaye de faire plus de géo-ingénierie et de piéger plus de carbone. Donc, le troisième chapitre de mon dernier livre, après le changement climatique, penser l'histoire, je vais partager avec vous une partie de l'argumentation. Un très bon ami, et pendant que je rédigeais Provincialiser l'Europe, nous étions dans un groupe de discussion. La personne qui m'a le plus influencé récemment est l'anthropologiste brésilien Eduardo Viveiros de Castro. Et sa pensée m'a poussé à réviser ma position, à revoir ma position. Et quelle est l'origine de l'œuvre de De Castro? Le multilatéralisme. C'est-à-dire que l'Occident pense qu'il y a une nature et plusieurs cultures, mais même en Inde, on pense qu'il y a plusieurs natures et plusieurs cultures. Donc il est important de noter qu'il était à Paris. Il faisait ses études à Paris en mai 68. Et à cette époque, il y a eu cette révolution. Et si l'on suit ses références par rapport au capitalisme, on voit un terrain fascinant de travaux qu'il a menés. Et un des chapitres de son œuvre voit Deleuze parler de l'anthropologie par rapport à l'Afrique. C'est un chapitre où plusieurs anthropologistes interviennent. Et le processus anthropologique à la française de ce qu'ils ont pu tirer de leurs études était que Deleuze étudie à la lumière du livre anarchiste de l'anarchiste Pierre Clastres. Donc, l'anthropologie est passée à la loupe de l'anarchisme avec des pensées qui viennent de la Révolution, du livre La société contre l'État, tout cela pour créer la figure du nomade, de l'agent nomade. Et cette forme d'existence nomade est une existence politique qui crée l'État. Donc, cette question de l'absence d'un contrôle central, de quelque chose d'horizontal, d'un contrôle par des élections, des groupes tribaux également,
Tous les liens sont conservés. Il n'y a pas de séparation. Et cela a eu une influence énorme sur Eduardo. Et il revient à cette question de son propre point de vue. Donc, moi, je dis que nous sommes toutes liées. La pensée européenne est alimentée par d'autres formes de pensée qui ont été digérées dans un Paris révolutionnaire de 68 avec l'anarchisme, que l'on regarde, que l'on lise Deleuze, que l'on lise Foucault. Il y a des approches très anti-étatiques d'ailleurs, et puis repris par un jeune anthropologiste brésilien qui le ramène de son point de vue et qui propose une vision qui m'a beaucoup nourri et qui dit, dans une étude de tribus humaines, il pense que les jaguars tuent les humains et boivent le sang comme des humains vont dans un pub pour boire de la bière. Il y a un parallèle. Et donc l'argument est que dans sa description, les peuples autochtones ont la capacité de ne pas fixer la forme humaine dans une forme particulière, de voir la forme comme quelque chose qui est changeable. J'ai écrit là-dessus il y a peu en bengali, ma langue maternelle. Donc il y a une sorte d'idéalisme platonique qui travaille beaucoup sur le marché au sens capitaliste du terme. Et donc cela nous ramène à, nous renvoie à réfléchir, est-ce que si par exemple je produis un verre et si le verre ne correspond pas à ce que j'attends, je peux aller réclamer une réduction, qu'on me fasse un prix parce que le verre n'est pas dans une forme parfaite. Et si l'on réfléchit aux humains comme des mammifères, on voit différentes formes, des formes que nous partageons. Et l'individu humain, du fœtus, dans la vie, donc le fœtus, le jeune enfant, qui évoluerait vers une forme parfaite, puis déclinerait. On peut changer de point de vue et voir simplement une forme qui évolue, qui change. Et Bachelard a discuté d'un essai de Paul Valéry. Et Valéry, Paul Valéry parle de la coquille d'un animal marin. Et cette coquille est développée parce que l'animal vit dans un environnement difficile et donc cette coquille est adaptée à l'environnement. Et donc même si nous savons que la coquille aura cette forme par la croissance de la créature, ce n'est pas comme ça que moi je vais dessiner la coquille. La coquille, je vais toujours la dessiner parfaite parce que j'ai déjà une image de la coquille parfaite. Alors que la coquille que j'ai devant moi n'est pas une coquille parfaite. Donc, si vous attendez à avoir un verre parfait, au niveau esthétique, les artistes ont débattu de ces questions, les philosophes, Bachelard. Mais lorsque je pense à mon ami Eduardo de Vieras de Castro, qui dit que le jaguar, quand il boit le sang, est exactement comme un humain qui va boire une bière dans un pub. Je ne connais pas les jaguars, je connais un peu les humains. Mais il y a une question importante pour les humains, c'est la justice sociale. Et je ne sais pas si les jaguars connaissent la justice sociale. Et peut-être nous pouvons en parler maintenant, parce que la question de la justice sociale peut nous amener à parler de quelque chose de très humain.
Et bien sûr, je ne veux pas creuser les divisions entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, mais du point de vue philosophique, du point de vue politique, il y a cette question de la justice sociale, mais peut-être que Raël souhaite ajouter quelque chose. Je lançais un petit peu cette question dans l'arène. Oui, non, mais merci beaucoup. Donc, en matière de justice sociale, j'accepte totalement l'argument du livre, à savoir qu'il ne s'agit pas d'avoir un sens transcendantal de la justice. Il faut rester pragmatique. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas vous offrir une justice entière et complète, cela ne veut pas dire que je ne peux pas vous fournir une moitié de justice. Et c'est quelque chose d'important. Certaines personnes mettent en avant l'argument qu'ils ne peuvent pas être entièrement justes pour ne pas être justes du tout. Donc, partant de cela, je peux aussi l'appliquer aux animaux, aux montagnes, aux rivières, aux fleuves. L'exemple de la montagne, je la ramène de l'Inde. Les Chinois, les Indiens, dans leur exercice militaire, parfois au Pakistan, ont créé une montagne qui est la montagne la plus militarisée du monde. Et cela a un impact écologique. Et cette montagne offre un service. Elle apporte 50% de l'eau que donne l'Himalaya aux populations humaines. Deuxièmement, quand je pense aux humains, un des plaisirs quand on pense à l'histoire, c'est ce que Eliot a dit, cette promesse de la performance. Et je pense que les humains ont évolué en un animal qui a un sens profond de la justice. Nous sommes les singes supérieurs ont ce sens de justice, mais nous, par contre, en tant qu'humains, dans les faits, nous donnons très peu de justice. On peut le voir au cours de l'histoire. Combien de fois un humain a traité un autre groupe d'humains de manière totalement injuste? Mais cela pour autant, la justice n'est pas simplement un projet humain. Chez de nombreux animaux, il y a un sens de justice que l'on voit, que l'on ressent. Donc, il y a des animaux et on peut imaginer leur existence. Mon chat est déprimé, mon chien est heureux. Et ces créatures demandent de la justice parce qu'on les perçoit ainsi. Et donc, les montagnes, les fleuves également demandent de la justice. Et en même temps, je voudrais dire quelque chose de risqué, je ne l'ai encore dit à personne, parce que je ne sais pas si on ne va pas me tuer pour le dire. Nous sommes humains. Nous dépendons de l'oxygène, comme les animaux, les arbres, et les phytoplanctons ont produit un tel niveau d'oxygène que nous pouvons exister, mais l'oxygène qu'il y a dans l'air a été mis dans l'air par une révolution induite par les bactéries et les algues il y a 2,5 milliards d'années. Et l'oxygène, il y a beaucoup plus d'azote que d'oxygène. Et l'oxygène, en fait, pour beaucoup de créatures, est un gaz qui les tue. Et donc, les bactéries sont mortes dans une telle mesure que cela a été littéralement appelé par les biologistes un holocauste de l'oxygène. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a été injuste? Cet événement qui a produit de l'oxygène a-t-il été injuste par rapport aux microbes qui alors ont perdu leur vie, sont morts? Alors, si cette période de l'histoire de la Terre est injuste, alors notre vie est basée sur une injustice. Ou peut-être la question de justice ne s'applique pas au monde microbiologique et
Cela peut-être doit également nous parler lorsque nous détruisons des forêts et nous rapprochons notre habitat de l'habitat des animaux sauvages. Donc, en nous resituant dans l'histoire de la vie, la justice, et j'ai vraiment peur de le dire, mais je le dis, si vous voulez débattre de cela avec moi, je serais heureux de vous écouter, parce que j'aime qu'on démontre que j'ai tort. Je suis à l'aise quand on me démontre que j'ai tort. Sur le très long terme, dans le cadre de la vie, je ne sais pas si la justice est au premier plan. Peut-être que la notion de survie de la vie est au premier plan. Mais même si l'on écarte cette question, je me demande si quelqu'un peut être juste au sens humain du terme pour la majorité des formes de vie qui sont des microbes. Mais être juste avec une forme de vie que nous voyons, que nous côtoyons, la justice envers les animaux. Mais comment imaginons-nous les animaux? Le point de la justice économique est de permettre les humains de démontrer d'aller au bout de leurs capacités. Mais néanmoins, les animaux ne devraient pas être victimes de tout cela. Les tigres, par exemple, ne devraient pas être affectés par l'activité humaine. Et de ma position, je pense qu'on ne peut pas être juste avec toutes les formes de vie. Mais toutes les formes de vie sont importantes. Donc il faudrait faire attention à faire en sorte que toutes les formes de vie puissent vivre. Et je fais une différence entre laisser vivre et être juste. Et je reviens à ce que je disais, essayons d'être justes lorsque nous pouvons l'être. Il faut toujours essayer d'être juste, au moins partiellement. Mais la justice n'est pas toujours une bonne manière d'aborder la biodiversité. Et je pense, Dipesh, que cette discussion est très importante parce qu'on peut comprendre le principe, mais les conséquences sont larges parce que le spectre de la biodiversité est tellement large. Oui, parfois même nous ignorons une partie de cette biodiversité, nous ne la connaissons pas encore. Et on peut des fois être dans le faux parce qu'on ignore littéralement qu'il y a telle partie de la biodiversité. Donc, lorsque la question de la justice est visible, il n'y a pas d'autre option que d'être juste, même si l'on est juste de manière imparfaite. Alors, Valérie, que pensez-vous de cette position? Elle est économiste, elle essaie d'intégrer la biodiversité dans sa démarche. Merci beaucoup. Donc, je suis, comme l'ont dit mes collègues, heureuse d'être ici et d'avoir cette discussion avec vous. Alors, bien sûr, je suis profondément intéressée par tout ce que vous avez à dire, par votre livre, les arguments que vous développez dans votre livre. Qui aborde la question de la biodiversité et du changement climatique. Donc, une crise écologique planétaire qui est en fait très différente. C'est le résultat d'interactions complexes, des processus variés, très complexes, contextuels, interconnectés, comme vous l'avez dit. Et il est très difficile de décrire la biodiversité en catégorie générale. Donc, également, on ne peut pas les réduire à des formes, à des catégories globales. Donc, vous avez parlé de la visibilité de certaines parties de la vie et d'invisibilité pour d'autres. Et ce sont là des critères qui nous permettent de sélectionner, de choisir nos actions. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela implique dans votre œuvre ou qu'est-ce que cela impliquerait que d'aborder la biodiversité et le changement climatique? Alors, je ne suis pas quelqu'un de pratique, donc je vais vous parler sous forme de principe, si vous me le permettez. En principe, cela veut dire
Et j'en ai parlé avec des étudiants, des collègues, que si l'on pense à la technologie humaine, par exemple, et on ne parle pas d'intelligence artificielle, etc., c'est une révolution. Oui, bien sûr, il y a une révolution technologique avec l'ère numérique par rapport aux périodes antérieures. Il y a eu, nous sommes passés par l'âge de l'électricité, il y a eu l'entre-deux-guerres. Il y a eu auparavant également l'ère mécanique. Il y a eu l'avènement du train, etc. Tout ce qu'a fait la technologie, c'est de faire en sorte que le temps qu'il fait et les saisons sont devenus des questions marginales. Je place là, au centre de ce que je dis, l'air conditionné, les frigos. All the year round, thanks to cold storage, and without human capability. Et sans cette capacité humaine à contrôler les températures très basses et les températures très élevées, on ne pourrait pas conserver des produits médicaux, les transporter, lutter contre des pandémies. On n'aurait pas pu lutter contre la mortalité infantile et nous n'aurions pas pu produire tous les matériaux hybrides, par exemple les couvertures des sièges dans cette salle, et tous les matériaux utilisés par l'aérospatiale, entre autres. Donc, tout en reconnaissant qu'il y a une révolution technologique, je veux ramener sur la table 2 points. Cette technologie nous a fait oublier le fait que les saisons et le temps qu'il fait sont des questions de vie ou de mort pour l'humanité. Si l'on revient à des sociétés paysannes et même dans les mondes autochtones, et nous avons tous été autochtones dans l'histoire, nos parents, nos ancêtres étaient des autochtones. Les paysans. Patrick Joyce, un historien britannique, a écrit sur ces cultures paysannes. S'il y a trop de soleil, s'il y a trop de pluie, alors les cultures peuvent être perdues. Et nous, notre technologie, Pierre Charbonnet cite un passage de Joseph Proudhon, le philosophe, qui dit nous avons un train et le train nous permet de voyager quel que soit le temps qu'il fait. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est que même si la technologie a été développée, son impact sur la biodiversité est violent. Il ne fait pas, cet impact ne fait pas de distinction. Un penseur a dit que si l'on n'utilisait pas d'engrais chimiques, 40% de la population de la planète connaîtrait la faim. On peut en discuter, mais les pesticides permettent de tuer les insectes et rendent les bananes disponibles aux 4 coins de la planète. Et un type de banane prend le pas sur tous les autres types de bananes. Mais ce manque de biodiversité rend la banane fragile quelque part. Et je pense que l'on vit sur une planète où l'on bénéficie de la technologie scientifique, mais nos technologies doivent être plus subtiles et sensibles aux conditions écologiques. Et lorsqu'il y a par exemple un champignon dans un livre, il faut se débarrasser du champignon qui risque de détruire le livre. Mais peut-être, avant de détruire le champignon, il faut réfléchir en quoi ce champignon peut être utile. Et est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une technologie qui, au lieu de tuer le champignon, enlèverait simplement l'aspect problématique, les conséquences négatives de l'existence de ce champignon, et qui fait que ce champignon est considéré comme un ennemi. Moi, j'adore les livres. J'adore l'histoire des livres, la production des livres. Mais je peux vous dire que l'histoire du livre, c'est aussi l'histoire de la production par l'humanité d'une grosse quantité de nourriture pour les termites.
Donc il y a une sorte de cruauté dans mon propos. Moi, je ne veux pas que les livres soient détruits par les termites, par les champignons. Mais avant d'empoisonner les termites, les champignons, réfléchissons. Alors, de quoi je parle ici? C'est du besoin pour les technologies, pour les ingénieurs, d'être plus conscients des services écologiques que les différentes formes de vie fournissent, de comprendre. Alors, mesdames, messieurs, je dois surveiller l'heure et je pense qu'il est temps maintenant de proposer au public d'intervenir. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, un micro vous sera passé. Alors, Niklas est ici. Niklas est un professeur des sciences de la Terre et l'interaction entre l'histoire et la science de la Terre est intéressante. Alors j'invite Niklas à poser ces questions. Donc, il y a 3 ans, on m'a recommandé de lire votre livre. C'est Ola Söderström qui me l'a recommandé. Donc, des questions liées aux crises géologiques, environnementales. Et lorsque votre livre est sorti, je ne pouvais plus le lâcher et j'ai apprécié beaucoup de choses, notamment la discussion sur les échelles de temps, les échelles géologiques et le fait que l'on ne s'intéressait pas à l'évolution des systèmes terrestres dans le temps. Et donc, il fallait changer d'approche historique. Et un des points qui m'est resté en tête, c'est la discussion sur les échelles temporelles de l'évolution, des processus et de l'histoire de l'avenir. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être une question un peu personnelle, mais en lisant ce livre, je me souviens que vous parlez de milliards d'années. Vous posez la question combien de temps la Terre va pouvoir abriter la vie. Et donc, imaginons dans 1 million d'années, l'Homo sapiens aura disparu peut-être. C'est un débat que vous avez eu dans le cadre d'un festival littéraire, je le sais. Mais donc, dans 100 millions d'années, quels sont les résidus, quelle sera la biodiversité qui existera? Les processus géologiques auront fait disparaître beaucoup de traces sur notre planète, les traces sur notre planète, et donc dans des milliards d'années. Et finalement, je me suis dit, c'est bien. Et vous, en tant qu'historien, en tant qu'humaniste, est-ce que pour vous, c'est bien aussi que cela se passe ainsi? Est-ce que c'est une forme d'espoir que de se dire que dans très très longtemps, la vie prospérera sur Terre? Alors, je vous invite à répondre rapidement. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Anthropo-scientant. On parle de l'approche planétaire et de dire que si l'Anthropocène était une époque géologique et non pas une ère, même en tant qu'époque, elle pourrait durer des milliers d'années, 20 000 ans, mais parfois les époques durent 10 millions d'années. Mais je ne suis pas capable en tant qu'historien humaniste de juger cela et finalement, c'est une bonne appellation pour
l'histoire de la Terre, mais peut-être pas pour l'histoire de l'humanité. Donc, j'essayais en fait d'être un historien du présent, au sens où Francesco le présentait. Et quant à l'avenir, ce que cette crise a révélé, grâce à la lecture des écrits des experts de la Terre, des scientifiques experts, pour nous, historiens, comme moi, cela souligne l'importance de penser à une telle échelle temporelle. Encore une fois, je vais répéter, mais je citais Wittgenstein dans le livre, et il dit, lorsque l'on voit un bâtiment, on se demande quel âge il a. Et pourquoi je ne me pose pas la même question face à une montagne ? J'étais au Chili il y a quelques années, et les gens qui vont travailler se posent la question de l'âge de la montagne qu'ils utilisent pour aller sur leur lieu de travail. Et même si une montagne est jeune comme l'Himalaya, par rapport à l'âge relatif des montagnes, elles ont un âge qui est incommensurable par rapport à l'échelle humaine. Et ça, c'est le cadre dans lequel nous vivons. Et donc, certains voulaient présenter la nature comme une sorte de décor sur lequel nous évoluons, comme si la nature ne changeait pas. Et mes amis de la bourgeoisie indienne disent non, mais ça nous dépasse, c'est trop grand pour nous. Non, il faut prouver la relation qui existe entre la Terre et l'humain. C'est un concept relationnel. Alors, si l'humain a une technologie qui peut affecter la Terre se réduit, mais en même temps, la nature prend le devant de la scène. Donc, il faut penser à du militantisme, il faut penser à de la politique. Nous sommes en train de vivre une époque où il est important pour tous les êtres humains d'avoir le cadre global en terre et de comprendre que l'humain s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue. Hannah Arendt disait que la condition humaine avait changé et il fallait le reconnaître. Donc, pour des personnes qui veulent se poser une question en français, c'est possible. Raël se fera plaisir de les traduire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous en prie. Merci. Good evening. You said few words about indigenous people. Vous avez parlé des peuples autochtones. I would like to know how do you feel with the fact that que pensez-vous since the beginning of this ecological or even climate crisis, depuis those who since the beginning le début de cette crise écologique, y a-t-il une meilleure compréhension de ces questions? Avons-nous la connaissance pour protéger notre planète et est-ce que... Qui a cette connaissance pour protéger notre planète et pourquoi on ne l'envisage pas plus? Alors oui, c'est une question de démocratie, de politique mondiale. C'est un travail à mener et je pense que la littérature décoloniale souligne systématiquement l'histoire de la gestion par les peuples autochtones de la biodiversité. Et ces peuples nous enseignent des leçons qu'il faut entendre, des leçons qui nous invitent à penser à plus large échelle. Et néanmoins, la réalité du monde, c'est qu'il y a des gens bien plus puissants qu'un professeur d'université comme moi-même. Et donc, d'une certaine manière, il faut mener ces politiques dans le monde, mais dans un monde qui est modelé par des forces bien plus puissantes que moi, que nous. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose cette question sur la biodiversité. Et demain, on va m'offrir une solution pour piéger le carbone. Et donc, il va falloir repenser cette question. Mais en même temps,
Je ne pense pas en termes de eux contre nous. Les capitalistes, entre guillemets, sont des êtres humains et ont des enfants qui vont hériter du monde que nous leur laisserons. Donc je pense que cela doit informer la pensée de tout un chacun. Comment protéger la biodiversité? Ce n'est pas être gentil envers les peuples autochtones, c'est notre propre intérêt qu'il faut avoir à cœur. L'humanité doit être une, même s'il y a plusieurs voix, mais il faut que les voix soient entendues. Alors peut-être nous allons pouvoir poursuivre sur cette question importante, mais Jacques Duboscher avait une question à poser. Oui, merci beaucoup. Vous nous avez parlé de choses très importantes et elles font écho à ce que je pense hier. Hier, tous les Suisses ont reçu chez eux un document pour la votation qui aura lieu exactement sur les sujets que vous avez soulevés. La décision de donner à notre gouvernement la responsabilité de défendre la biodiversité. C'est un point sur lequel nous allons voter, donc je ne peux que vous remercier de l'avoir abordé. Donc un commentaire sur la démocratie suisse? Oui, ça devrait être un modèle pour le monde entier. Alors, cela me renvoie à la discussion que j'avais avec Ola. La démocratie doit être développée et approfondie pour que ces voix soient entendues. Et en Inde, je peux vous le dire, ça n'arrive pas. Il faut que les peuples aient le pouvoir et forcent les institutions à s'intéresser à ces questions. Et que les gouvernements rendent ce pouvoir au peuple. C'est la vraie lutte pour la démocratie. Et c'est une lutte fondamentale afin de pouvoir régler démocratiquement le problème de la crise climatique. Une autre question, oui, là-haut, please. Yes, hello. Oui. I'm sorry, I didn't read your book. Alors, je n'ai pas malheureusement lu votre livre, mais je veux remercier de l'avoir écrit. Je suis militante en politique et je vois l'importance de la biodiversité. Moi, j'élève des abeilles et je vois qu'il y a un déclin dans les populations des abeilles et il y a des décisions qui sont prises politiquement et chaque fois, je lutte pour expliquer aux responsables politiques qu'ils doivent prendre de bonnes décisions. Parce que, comme vous l'avez dit, les populations animales sont touchées et nous avons de moins en moins de nature parce qu'il y a de plus en plus de construction. Donc la qualité de ce que nous projetons et de ce que nous installons est importante. Et je ne cesse jamais d'expliquer que les abeilles sont importantes, elles ont un rôle à jouer. Les oiseaux également. C'est la base, c'est la chaîne alimentaire. Il faut que ces animaux puissent se nourrir toute l'année. Et si l'on ne plante pas une grande diversité d'arbres, si l'on se contente d'une seule espèce d'arbres, alors cela ne convient pas. Les abeilles ont besoin de 3 km, d'avoir un rayon de 3 km autour de la ruche pour se nourrir correctement. Et il faut qu'il y ait de la biodiversité dans la végétation à disposition des abeilles. Les platanes ne suffisent pas. Donc, je vous encourage à continuer à écrire des livres de cette sorte pour permettre aux informations fondamentales d'atteindre les responsables politiques
et pour que les bonnes plantes soient plantées, soient conservées, protégées autour de nous, dans les villes, pour que tous les animaux aient de la nourriture, y compris les animaux les plus petits. Et vraiment, merci pour votre commentaire et j'aimerais bien lire ce que vous envoyez à ces responsables politiques. Peut-être que... Alors, je peux vous dire qu'il y a des gens qui imaginent que l'on pourrait construire des robots abeilles qui iraient polliniser, encore une solution d'ingénierie. Donc, fondamentalement, si l'on tue les insectes, on arrête la pollinisation. Et si la pollinisation n'a pas lieu, alors la nourriture ne poussera pas. Et lorsqu'on écoute ce type d'argument, c'est là que se trouve le problème. On voit le problème dans ces arguments. Donc, en lisant le livre de Bill Gates, par exemple, Comment lutter contre le changement climatique, c'est quelqu'un de très intelligent, sans aucun doute. Oui. Et si vous apportez ces arguments à une personne intelligente, mais pourquoi conclut-il son livre en disant qu'il faut construire un New York chaque année pour que les humains puissent se loger. Alors c'est là que je constate que il y a une sorte d'accord entre Bill Gates et les classes moyennes de Chine, d'Inde, qui veulent la modernité, qui veulent grandir dans une ville. Il y a une sorte d'accord, d'entente. Pourquoi au XXe siècle on est passé de 1 milliard 600 millions de personnes à 6 milliards à la fin du XXe siècle et 8 milliards actuellement? Nous voyons la population urbaine qui ne cesse de croître. I want to for my wife's sake, but I don't really want to be that old. But all this has been made possible because tout cela a été rendu possible grâce à l'énergie. Nous avons un accès de plus en plus important à l'énergie. On a pu réduire la mortalité infantile, la mortalité des femmes enceintes. Et on est bien d'accord, lorsqu'on parle d'une mortalité à 30 ans, ça ne veut pas dire que tout le monde mourrait à 30 ans. Il y avait des gens qui vivaient plus vieux, mais des gens qui mourraient beaucoup plus jeunes également. Et donc la Terre, maintenant, peut abriter plus de gens qui vivent plus vieux, puis qui vivent plus vieux. Mais si l'on retourne aux anciennes religions, la valeur n'est pas liée à la durée de la vie. Chez les franciscains, la question se posait quelle était une bonne mort chrétienne. L'hindouisme s'est posé les mêmes questions, mais nous avons créé une société où nous vivons plus longtemps. Les familles sont plus petites parce que les gens savent que beaucoup de leurs enfants ne mourront pas. Alors que si vous revenez aux sociétés paysannes, la mort était beaucoup plus courante. Ma grand-mère, mon grand-père. Mon grand-père avait 15 enfants. Il avait 2 femmes. La moitié est morte. Ma grand-mère disait que ses enfants morts lui rendaient visite. Je ne sais pas si elle était folle ou pas. Mais la relation à l'époque avec la mort était très différente. Et moi, je n'ai jamais eu une telle relation avec la mort. Et perdre cela était le prix à payer pour vivre plus longtemps grâce à ces technologies. Mais ces technologies font peser une menace sur nos vies de manière collective. Donc, on avance, ces problèmes sont réels, mais il faut également que nous reconnaissions ce que nous devons comme êtres humains à ces technologies. Et la raison pour laquelle
il est impossible, non seulement pour Bill Gates, mais également pour la classe moyenne indienne, d'imaginer nos libertés et abandonner certaines libertés parce que notre forme de vie dépend de l'accès à beaucoup d'énergie. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas prêts à accepter d'avoir moins d'énergie. J'ai lu dans un article, il n'y a pas longtemps, c'est que nous avons besoin de plus d'énergie, pas de moins. Mais en tant qu'historien, lorsque nous sommes devenus indépendants, Gandhi croyait à la liberté. Mais il n'était pas en faveur de l'industrialisation. Donc, liberté de parole, liberté de mouvement, sans l'industrialisation. Nehru, lui, voulait protéger la vie des gens, que les gens ne souffrent pas de la faim. Et les gens étaient d'accord. Mais pour lui, pour Nehru, les modèles de liberté ressemblaient aux modèles ailleurs. C'était des formes de vie qui dépendaient de la consommation. Et si vous lisez Bill Gates, il critique le capitalisme, oui, mais les experts en technologie, qui sont mes amis, veulent une meilleure vie. S'il n'y avait pas la crise climatique, peut-être nous aurions un débat contre le capitalisme, etc., la répartition des richesses, etc. Mais je pense que ce qui est très compliqué pour les humains, une idée les humains ont du mal à abandonner, par exemple, ce qui a été cette victoire contre la mortalité infantile, tout ce que la médecine nous a apporté. Et c'est une sorte de dilemme auquel nous sommes confrontés. Et c'est la raison pour laquelle il faut garder à l'esprit tout cela. Les abeilles et ce que nous voulons pour nous-mêmes, de manière collective, et penser collectivement. Et je pense que plus nous désignons une personne comme étant le problème et nous disons « je suis la solution », ce serait nier mes propres désirs, mes propres envies. C'est important de débattre. C'est important que nous puissions vivre longtemps, être présent pour les gens qui ont besoin de moi. C'est quelque chose auquel nous tenons. C'est pour ça que c'est compliqué comme position intellectuelle de dire l'Occident c'est le problème et le reste c'est la solution. Je vois la société chinoise et ce n'est clairement pas la solution. Nous participons à l'erreur parce que cette erreur a été productive pendant les dernières 150 années et nous sommes de plus en plus conscients du fait que nous sommes dans l'erreur et il faut avancer pour reconfigurer ces libertés. Et cela veut dire qu'il faut arrêter d'être dogmatique puisqu'aucune formule ne va nous fournir la solution. Je dis qu'il faut comprendre le problème à court terme et le problème à long terme. Entendre la réussite de notre technologie à court terme et l'impact négatif de cette technologie à long terme. He will give you the same figures for exponential growth and then say, oh yeah, there's a climate problem, but we can fix it. Beaucoup parlent de cette croissance exponentielle et puis mentionnent la crise climatique et dire on va trouver une solution. Non, il faut bien comprendre l'ampleur du dilemme. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas précipité pour écrire un livre qui serait une prescription de ce qu'il faudrait faire.
Moi, je m'intéressais plutôt à l'idée de comprendre pourquoi on a perdu cette révérence qu'ont les cultures paysannes, qu'ont les peuples autochtones. Eh bien, je pense que nous allons conclure sur cette question du dilemme parce que nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Encore une fois, je vous félicite d'avoir reçu le prix de la Fondation Charles Veillon. Merci beaucoup.